On l'appréhendait et c'est maintenant clair, l'administration Trump veut à tout le moins revoir les termes de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Alors, quels impacts peut-on entrevoir pour les gens d'affaires qui veulent développer des activités aux États-Unis ou même qui y sont déjà installés et comment se préparer? J'en discute dans un instant avec Mme Micheline Dessureau. Elle est avocate et agente de marque de commerce chez Jolicoeur Lacasse dans cet épisode de Télécorrex. Alors bonjour, Madame Dessureau et re-bienvenue à Télécorrex pour un nouvel épisode. Bonjour, ça fait plaisir. Écoutez, il semble bien, de toute évidence, qu'on entre dans une phase de renégociation de l'accord de libre-échange de l'ALENA. Il y a toutes sortes de questions qui se posent dans le milieu des affaires. Qu'est-ce que ça peut dire au départ? Là, posons la question. Qu'est-ce que ça peut dire pour des gens qui veulent aller, des gens d'ici, qui veulent aller vers les États-Unis pour y développer des affaires? Est-ce qu'on peut prendre pour acquis que ça va être plus compliqué? C'est certain qu'on peut s'attendre à des complications et on ne sait pas à l'heure actuelle dans quel sens vont se dérouler les négociations. Il y a quand même eu certains premiers gestes qui se sont posés. On voit l'imposition de droits anti-countervailing et bientôt des droits anti-dumping dans le domaine du bois d'œuvre, etc. Donc, je pense qu'il va falloir que les entreprises suivent de près ce qui s'y passe. Évidemment, à la frontière, autant pour les marchandises que pour les humains, il risque d'y avoir un petit peu plus de vérification qu'il y en avait autrefois. Mais tant que l'ALENA n'est pas renégocié, qu'on n'a pas changé les règles, ça s'applique tout de même entre-temps. Oui. Est-ce que ça va être différent pour des gens qui travaillent à partir d'ici et pour des gens qui ont déjà un bureau, une filiale, un établissement aux États-Unis? Est-ce que dans ce cas-là, si on est déjà présent de l'autre côté, est-ce que ça pourrait faciliter les choses? Écoutez, c'est certain que d'être en mesure d'avoir un établissement là-bas, une filiale, d'y avoir des employés qui n'auront pas nécessairement traversé la frontière pour être capables d'aller rendre les services, pour aller installer une chaîne de montage, etc., ça facilite les choses. Donc, très certainement, on voit chez les gens d'affaires en ce moment ce désir-là de peut-être acheter une entreprise ou s'y établir. On a d'ailleurs fait une petite capsule là, sur l'implantation aux États-Unis que les gens pourront visionner. Alors, donc, avoir un pied à terre pourrait éliminer quelques embûches, avoir un pied à terre du côté des États-Unis. Mais pour l'instant, dans la situation actuelle, puis on est un peu dans un no man's land, si vous me permettez l'expression, quelles sortes de problèmes rencontrent des gens d'affaires qui veulent aller plus loin, puis effectivement exporter ou aller offrir leurs services? Parce que déjà, c'est pas nécessairement toujours facile actuellement. Non, effectivement, il y a quand même un certain resserrement, je dirais, ou de plus de vérification peut-être qu'il y en avait même avant, il y a quelques mois, au niveau de la frontière. Donc, ça oblige les gens à avoir la bonne documentation et surtout, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment s'informer sur ce qui s'applique. Alors que parfois, il y avait peut-être plus de tolérance à passer non documenté, par exemple pour un voyage d'affaires. Bien maintenant, ou si on va faire une réparation, une installation après la vente d'un équipement, il faut avoir la bonne documentation qui va avec ça. Et donc, les gens ont vraiment cette responsabilité-là de s'y impliquer. Ce qui peut aussi être un petit problème, évidemment, pour les gens qui ont un investissement ou qui veulent investir, c'est que notamment les visas qui touchent les investisseurs ou l'implantation, le transfert intercompagnie, mais ce sont des visas, dont notamment le visa investisseur, qui est un visa ALENA. Donc, on peut tout de même s'attendre que même s'il y avait une renégociation de l'ALENA, on voit qu'il y a un désir du côté américain de venir dire « Venez vous installer chez nous, venez créer de l'emploi ». Donc, ces visas-là ne disparaîtront pas. Ça serait tout à fait aberrant. Mais les conditions dans lesquelles elles vont pouvoir se les délivrer risquent, elles, peut-être de changer. En fait, ce que vous dites, c'est que plus que jamais, là, il faut éviter d'improviser, de se dire que, tu sais, on est voisins, on se connaît, ça va passer facilement comme avant. Ça pourrait devenir un peu plus problématique. Est-ce qu'il y a par contre des moyens ou j'allais dire des stratégies qu'on peut utiliser pour mieux se préparer, pour voir venir actuellement ce qui pourrait arriver? Effectivement, par exemple, d'avoir aussi des solutions de rechange. Donc, vous êtes un manufacturier d'équipements, vous avez besoin d'aller installer votre équipement spécialisé du côté américain. C'est peut-être aussi de penser à y trouver des installateurs, à y engager peut-être un employé qui serait spécialisé pour essayer d'éviter... partenaires. Soit des partenaires localement, pour ne pas non plus dépendre totalement d'un blocage à un moment donné à la frontière, parce que peut-être que dans le cas d'un contrat, on aurait mal prévu ce qu'il fallait qu'il soit dans le contrat au départ, où il arrive quelque chose de nouveau. On peut penser également comme stratégie, on voit beaucoup de clients qui, par exemple, vont soumissionner pour des projets avec un prix fixe.
Bien, évidemment, peut-être ajouter une petite clause que si on se ramasse avec des impôts nouveaux, donc des droits de douane nouveaux, des droits anti-dumping, des taxes à l'import, donc ce que le président Trump souhaitait faire, peut-être de penser à ajouter là, une taxe à l'importation de tout produit qui serait non américain. Bien, écoutez, si vous ne vous donnez pas la latitude dans vos contrats de pouvoir renégocier ça avec vos clients, vous pourriez être un petit peu mal pris dans le futur. Oui, mais les clients, ils risquent de ne pas apprécier, par contre. Ça fait partie, donc, mais écoutez, dans des domaines comme le bois d'œuvre, si on se ramasse à un 20 d'augmentation de prix, bien, à un moment donné, c'est la différence entre faire un profit pour l'entreprise québécoise ou de le refiler à un client. Ce n'est pas une décision qui est facile. Donc, au cas par cas, il y a des industries dans lesquelles les clients vont pouvoir le faire, les entrepreneurs canadiens vont pouvoir le faire. Il y en a d'autres qui vont être obligés d'avaler la pilule et ils ne pourront pas. Vous accompagnez, c'est depuis un bon moment déjà, des entrepreneurs qui veulent développer leurs affaires aux États-Unis. Dans le contexte actuel, quels conseils vous pourriez leur donner à ces gens-là qui ont en tête, qui le font, qui souhaitent, qui envisagent de le faire, puis qui se disent « Oups, la situation devient un peu plus complexe qu'elle était ». Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Bien, écoutez, moi, ça m'apparaît clair qu'il faut penser à se rapprocher donc du marché américain sous une forme de présence. Donc, que ce soit d'y engager des employés, comme j'ai dit, ou encore de se créer un petit bureau de service, un bureau des ventes, acheter une entreprise, ça devient un élément fondamental dans la stratégie américaine. C'est parfois difficile au tout début quand on débute parce qu'on ne sait pas si on va encore avoir le marché suffisamment réactif qui va accepter nos produits pour qu'on puisse y développer vraiment un chiffre d'affaires intéressant, mais c'est définitivement une partie de stratégie qui doit être là. Il faut aussi s'assurer de consulter pour savoir qu'est-ce qui s'applique à moi, à mon entreprise, à mes employés, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi mes gens se rendent du côté des États-Unis et mettre en place la bonne documentation. C'est parfois pas très compliqué. Hein? Dans bien des cas, c'est simplement une bonne lettre qui dit les bonnes choses et les bonnes clauses dans les contrats, mais il faut consulter, il ne faut pas improviser. Mais il ne faudrait pas non plus se priver, dire remettre ses intentions, de les mettre de côté en disant « je laisse faire, c'est trop compliqué ». On ne devrait pas se priver quand même d'aller aborder le marché américain, même s'il y a un peu plus de nuages, un peu plus de flou, là, ça vaut quand même. Bien, écoutez, le niveau d'intégration nord-américain est tellement fort. Si on regarde les États-Unis, bon, le Canada, on est le premier acheteur de produits américains. On a plus d'une trentaine d'États américains dont les produits s'en viennent ici. Eux aussi veulent poursuivre leur démarche. Donc, je comprends que beaucoup de questions politiques sont bien au-delà de ce que l'homme d'affaires, la femme d'affaires est en mesure de contrôler, mais on ne peut pas se priver de ce marché-là qui, historiquement, est fort important. Et dans bien des cas, vous savez, bien des entreprises, même si elles se diversifient, par exemple, au niveau de l'Union européenne, avec le nouvel accord de libre-échange, l'AECG, pour certains types de clients ou de manufacturiers, bien, le poids de leurs produits ou autres fait en sorte que le marché européen ne sera jamais un débouché pour eux ou le marché asiatique. Et donc, le marché primaire demeure les États-Unis. Il faut donc le suivre de très près, se préparer comme il faut, voir, bon, certains préfèrent remettre un petit peu, encore quelques semaines, quelques mois, mais je pense qu'on ne peut pas se permettre de rester sur les freins très longtemps. Alors, Micheline Dessureau, merci beaucoup pour ces précisions. Ça fait plaisir.